Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des impôts à travers les âges en France. En cette période de sursaut social provenant principalement du ras-le-bol fiscal, on va essayer de comprendre comment on est arrivé à cette situation en se posant une question simple. Mais d'où viennent ces putains d'impôts? L'histoire des impôts, c'est parti! Je t'offre un pot? Eh oui, un pot. Alors, jusqu'au XIIIe siècle, c'est le bordel. Le droit fiscal repose sur des coutumes orales inconnues de la majorité de la population. Et en plus, seul le tiers-état est soumis à l'impôt. Le tiers-état, c'est tous les gens qui ne sont pas privilégiés. Les privilégiés, comme la noblesse et le clergé, n'en payent pas. Ça vous rappelle quelque chose? Le système de l'époque est donc complètement arbitraire. Ce que vous payez en impôt dépendait du seigneur sous lequel vous viviez. La fiscalité se divise alors en trois parties, avec une fiscalité d'église, une fiscalité seigneuriale et une fiscalité royale. La fiscalité d'église comprend la dîme, qui est un avantage en nature ou en argent, ça représente en fait généralement un pourcentage de votre récolte ou de vos bénéfices, et la dîme noviale, qui est une taxe d'un montant largement inférieur à la dîme et qui porte sur les terres défrichées depuis moins de 40 ans. Pour la fiscalité d'église, on a terminé. On continue avec la fiscalité seigneuriale, et là, accrochez-vous à votre siège. La fiscalité seigneuriale comprend donc le cens ou le cens, C-E-N-S, qui est une redevance fixe que le possesseur d'une terre donnait à son seigneur. En fait, cette taxe était très modérée, et elle était surtout destinée à affirmer la domination du seigneur. Elle a d'ailleurs disparu avec la fin du servage à la fin du Moyen-Âge. Puis il y a les banalités, qui sont l'ensemble des monopoles économiques exercés par le seigneur. Par exemple, l'utilisation du four ou du moulin du seigneur était obligatoire, et vous étiez taxé au passage. On retrouve dans les banalités le bar-vin, qui est une période pendant laquelle le seigneur a le monopole sur la vente de vin. Le charriage, qui est une taxe sur les céréales, des droits de péage, l'octroi dont on entend souvent parler en ce moment puisqu'on veut remettre une taxe pour rentrer dans les villes, sauf qu'à l'époque, cette taxe taxait les gens qui rentraient avec des marchandises dans la ville. Et la taille, qui est un impôt payé par les paysans pour leur protection. Il y avait aussi le focage pour chaque feu ou foyer dans le village, le champard, un prélèvement entre 3 et 5% des récoltes, les chutes, en gros si le cerf n'avait pas d'héritier direct, toutes ses possessions à sa mort allaient à son seigneur. Et bien d'autres encore. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, la fiscalité était faible mais était omniprésente dans tous les domaines de la vie. C'est ce qu'on appelle des impôts indirects, en gros des petits impôts qui, en eux-mêmes, ne sont pas élevés, mais qui au final te font bien mal au fondement. Et si ça te rappelle quelque chose, c'est normal. Et enfin, terminons par la fiscalité royale qui comprend... Eh ben, pas grand chose. Jusqu'en 1439, le roi devait vivre du sien. C'est-à-dire qu'il devait vivre de l'argent provenant des revenus du domaine royal. Le budget du roi et de la société se confondent. Il n'y a pas de distinction entre le budget privé et le budget public. Les rois décident donc des impôts comme ils veulent, mais leurs dépenses doivent être utiles, bien déterminées et imminentes. Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Il existe uniquement un impôt indirect qui représentait la majorité des revenus du roi, puisque le roi de nature divine était le possesseur des sols, et donc des matières premières contenues dans ces sols. Il avait le monopole de la vente de sel. La population avait l'obligation de consommer chaque année une certaine quantité de sel. On appelait ça le sel du devoir. Cet impôt sur le sel, c'est la gabelle. Et c'est ce qui remplit les caisses du roi. Et là vous vous dites, attends... Le roi, il avait pas d'impôt direct? Eh bien, le roi a bien tenté à la fin du XIIIe siècle d'imposer un impôt sur chaque marchandise vendue. Mais le tollé est si grand dans tout le pays qu'il est obligé de faire marche arrière. Eh bien, 700 ans plus tard, en 1954, nous accepterons sans broncher la création de la TVA, qui est une taxe sur chaque marchandise vendue. Mais la question de la fiscalité du roi était très débattue à l'époque, et la création d'impôts se heurtait à deux blocages. Le premier, d'ordre religieux. Le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre, et il devait donc être à l'image du Christ. Il devait être celui qui donne et non celui qui prend. Le roi a même dans l'obligation de refuser l'argent de ses sujets. Le second blocage est dû à l'histoire. Le nom même de français est dérivé de franchise. En effet, les Français avaient obtenu une exemption fiscale de la part de l'empereur romain en 375 pour les récompenser de leur victoire et de la défense du territoire romain contre les Alains. Bon, malgré l'absence d'impôts et la nécessité de se justifier, le roi a quand même fait construire plein de beaux châteaux partout aux frais de la princesse. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 1439 tout change? Eh bien c'est la guerre des 100 ans qui se déroule de 1337 à 1453 qui va changer tout ça. Lorsque le roi à l'époque devait partir en guerre, il convoquait les états généraux et leur demandait de lever une aide exceptionnelle qu'on appelait la taille des lances. En gros ça servait pour l'achat et l'entretien du matériel de guerre. Mais comme cette guerre s'éternise, les états généraux commencent à en avoir ras le cul d'être appelés tous les ans pour autoriser le roi à lever des fonds. Avec un peu de manipulation politique, les états généraux accordent au roi le 2 novembre 1439 l'autorisation de lever l'impôt tous les ans sans leur demander. Le roi publie alors une ordonnance pour lever l'impôt annuellement dans tout le pays. Cette mesure va permettre à Charles VII de créer une armée régulière et de l'entretenir qu'on appellera les gendarmes.
Alors il faut savoir qu'à l'époque, l'impôt de guerre était globalement accepté, voire acceptable par toute la population. Par contre, tous les prélèvements royaux en dehors de ces circonstances exceptionnelles sont considérés comme abusifs dans toute la population, et ça génère pas mal de remous. La machinerie fiscale d'État est en marche et elle ne va plus s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. En 1695, à cause des difficultés dues à une autre guerre, la capitation est créée. Il faut noter que c'est la première fois qu'il y a un impôt qui touche tous les Français, y compris les privilégiés. Toutefois, le clergé arrive à échapper à l'impôt en votant le don gratuit. C'était une contribution volontaire du clergé. En gros, l'église payait ce qu'elle voulait chaque année. Ça représentait à peu près entre 2 et 3% du trésor royal chaque année. Et les pauvres qui payent au moins de 40 sous de taille sont également exemptés de cette taxe. La population est alors répartie en 22 classes selon le rang social et l'estime des personnes qu'on avait. La classe 1 payait 2000 livres par an et la dernière classe, la classe 22, ne payait qu'une livre. Pour vous donner une idée, la première classe comprenait le dauphin du roi, les princes de sang, les ministres et les fermiers généraux, et la dernière classe est formée par les journaliers agricoles, les manœuvres ou encore les soldats. Niveau fiscal, on reste tranquille jusqu'en 1749 où on crée un impôt de 5% sur le revenu de toutes les classes de la population. On l'appellera le 20e. Mais le clergé se débrouille encore une fois pour se faire exempter. À mon avis, on devrait demander conseil au clergé. Et certains nobles trouvent le moyen d'échapper à l'impôt. On dirait bien que l'optimisation fiscale commence. La pression fiscale, l'arbitraire royal, l'opacité des finances sont vraiment contestés de plus en plus fortement à cette période. Jusqu'à ce qu'en 1789, la Révolution française fasse table rase de l'ancien régime. Quand le peuple est la faim, il va changer de régime. C'est connerie, ça. Et donc de sa fiscalité. Les gens en ont tellement ras le cul de la fiscalité qu'ils vont jusqu'à inclure dans la déclaration des droits de l'homme une ligne rien que pour ça. Le droit de consentir librement à l'impôt et de déterminer son assiette et sa quotité est inscrit dedans. En 1789, il faut donc créer un système fiscal qui n'existe pas. Il faudra attendre 1791 pour que l'Assemblée constituante vote la contribution financière taxant les terrains, la contribution mobilière taxant la rente et le profit, et la patente taxant les bénéfices commerciaux. Le directoire ajoute en 1798 la taxe sur les portes et fenêtres. Oui, vous avez bien entendu, sur les portes et fenêtres. L'idée, c'est que le nombre de portes et de fenêtres chez toi correspond à ton aisance sociale. Du coup, c'est un impôt progressif puisque plus tu disposes de portes et de fenêtres, plus tu payes. Ce système à 4 impôts est appelé les 4 vieilles et il perdure jusqu'en 1917. Sauf que entre temps, Napoléon va venir un peu chambouler tout ça pendant l'Empire. Pour lui, un impôt est bon quand il rapporte beaucoup d'argent mais qu'il n'est pas ressenti comme agressif par la population. En gros, il veut, comme sous l'ancien régime, multiplier les petites taxes indirectes qui pour toi te font pas trop chier à payer quand tu fais un truc, mais au final ça te pompe un fric de fou. Ça te rappelle quelque chose? Il va donc rétablir des taxes sur tout et n'importe quoi. Le tabac, les boissons, le sel, les droits d'enregistrement, les droits de timbre, les droits de douane. Sous l'Empire, les impôts indirects représentent 71% des recettes de l'État. C'est même l'excuse fiscale qui servira à destituer l'empereur en 1814. Parce que Napoléon décide unilatéralement de lever un impôt et du coup les députés se serviront de cette excuse pour le dégager. Et c'est donc en 1814, sous la première restauration, qu'aura lieu le premier vote d'un budget national par une assemblée. De 1814 à 1914, l'impôt connaît peu de changements. On retrouve donc les 4 vieilles et la fiscalité est dirigée par la bourgeoisie. Les principaux impôts sont donc indirects et on ne donne pas à l'État le pouvoir de contrôler les revenus de ses contribuables. Du coup, on est donc obligé d'imposer des signes extérieurs de richesse comme on l'a fait avec les portes et fenêtres. On crée par exemple une taxe pour la possession d'un billard, de laquais, de chevaux. Petite anecdote marrante là-dessus. En France, cela a pour effet de diminuer le nombre de portes et fenêtres dans les maisons, surtout dans les logements les plus pauvres. Alors qu'en Angleterre, cela conduit les riches à augmenter le nombre de portes et de fenêtres pour montrer leur aisance sociale. Durant cette période, les taux d'imposition sont très faibles. Et l'État devient de plus en plus transparent en augmentant le nombre de chapitres de dépenses quand il présente le budget de l'État annuellement. On passe de 7 en 1814 à 933 chapitres de dépenses en 1911. À la fin de cette période, la création de 2 impôts laisse présager de la fiscalité qui nous attend aujourd'hui. L'impôt sur les revenus des valeurs mobilières de 1782. Il est prélevé à la source sur une assiette hyper large. Et l'impôt sur les successions
de 1901. 1914 est le début de la Première Guerre mondiale vient chambouler tout ça. C'est la création de l'impôt général sur le revenu. Et pour vous donner une idée de la faiblesse fiscale à ce moment-là, sachez que les contribuables ayant les revenus le plus élevés payaient en moyenne 2%. En 1917, la guerre continue et les 4 vieilles sont dégagées. Attention, quand je parle des 4 vieilles, je parle bien des impôts. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et on les remplace par une imposition proportionnelle que nous utilisons encore aujourd'hui. Taxation du revenu foncier, valeur mobilière, salaire, bénéfices, etc. Tout est taxé. Le montant de la taxation reste encore contrôlé, mais ça ne va pas durer. Le 25 juin 1920, c'est la claque totale. Le pourcentage de l'impôt sur le revenu prend une fusée d'Elon Musk et décolle à la verticale. La barre la plus haute passe de 2% à 50%. Ce taux atteint même 90% des revenus en 1924. 90% de tes revenus dans la poche de l'État. Alors la justification de l'État est assez simple. Il faut indemniser les dommages liés à la guerre. De nouvelles hausses arriveront en 1945 et 1948. 45, tu sais pourquoi. Entre les deux guerres, l'État entre dans un engrenage total de fiscalité. Il récupère de plus en plus d'argent et il crée de plus en plus de services publics. Donc il a besoin de plus en plus d'argent pour créer de plus en plus de services publics. C'est un effet boule de neige qui mène à ce qu'on a aujourd'hui. Pendant cette période, tous les impôts provisoires créés pour diverses raisons, notamment la guerre, perdurent et ne seront jamais stoppés. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France hérite d'un taux d'imposition absolument faramineux, entre 55% et 65%. Les gouvernements successifs sont obligés de créer des niches fiscales pour essayer de diminuer un peu la pression fiscale. Par exemple avec la considération des charges familiales, le principe du quotient familial, etc. Par rapport à l'ancien régime, les impôts sont hyper transparents mais incompréhensibles. Le débat fiscal se concentre alors sur des trucs hyper techniques. Est-ce qu'il faut un taux moyen? Est-ce qu'il faut un taux marginal? Le système n'est absolument plus adapté aux évolutions sociales. En 1914, les revenus les plus élevés étaient constitués majoritairement de revenus du capital et les revenus les plus faibles des salaires. À la fin du XXe siècle, les salaires peuvent atteindre des sommes considérables. Et pendant ce temps-là, de nombreux ménages ont pris des placements. La taxation du capital devient alors un énorme problème. Comment réussir à toucher les placements des riches sans toucher l'épargne des plus pauvres? Alors plutôt que de se poser sur une table et de réfléchir, les gouvernements ont une solution toute pourrite. Oui, ce n'est pas français. On va faire un bricolage de niches défiscalisées, des plans d'épargne, des PEA, des PEA-PME, des CODEVI, des PEL, etc., etc., etc. Et pire que ça, avec la montée de l'économie dématérialisée, le système est complètement paumé, ce qui permet un exil fiscal facilité. La Révolution française avait balayé la fiscalité de l'ancien régime et avait essayé de créer une fiscalité homogène dans l'espoir de créer un impôt direct plus juste. L'entre-deux-guerres aura fait exploser ce système et mènera à une incompréhension de la justification de la levée de l'impôt par l'État. Ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà pour la petite histoire de l'impôt en France. Et pour s'amuser, comparons la fiscalité de l'ancien régime à notre fiscalité actuelle. La France comptait alors 25 millions d'habitants environ et il versait chaque année à peu près 170 millions d'impôts. Pour qu'un travailleur puisse régler ses impôts, cela représente environ 18 jours de travail par an. Aujourd'hui, avec un taux moyen d'imposition de 56,9%, il ne faut pas moins de 208 jours de travail pour payer ses impôts à l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas, de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire. N'hésitez pas à aller regarder d'autres de mes vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!